On commence avec l'ONU qui a donc donné un accord unanime au déploiement des casques bleus à partir donc du 1er juillet au Mali. Oui, ça fait donc dans une semaine précisément, la mission des Nations Unies au Mali se déploiera. Les casques bleus de la MINUSMA prendront le relais de la force Et panafricaine. donc ils seront combien pour quelle mission? Ils seront 12 600 lorsqu'ils seront au complet. Mais ça ne sera pas avant le mois de décembre. Vous allez écouter les précisions de notre correspondant au siège de l'ONU à New York, Emmanuel Saint-Martin, qui nous explique que leur tâche sera de stabiliser les principales villes du Nord et d'encourager la transition politique, notamment par le biais des élections du 28 juillet. Il n'y avait pas de vote formel, puisque ce déploiement il avait été acté lors d'une précédente résolution en avril dernier. Simplement, on attendait de voir si les Nations Unies allaient estimer que les conditions de sécurité sur le terrain étaient suffisantes pour qu'on puisse déployer ces casques bleus. Oui, a dit le secrétaire général des Nations Unies. Donc, ils vont bien être déployés. En réalité, plutôt que des déploiements, il s'agit de les renommer, puisque ce sont les mêmes soldats, ceux qui sont pour la mission africaine en ce moment depuis plusieurs mois, et bien qui vont rester sur place, environ 6000 d'entre eux. Simplement, on va ajouter un UN dans leur nom et puis on va leur mettre un casque bleu. C'est à très court terme les seules choses qui vont se passer, mais petit à petit, les Nations Unies vont prendre le commandement. Dès le 1er juillet, ça sera bien un commandant sous casque bleu qui dirigera l'ensemble de ces forces. Et puis petit à petit, on va arriver jusqu'à 12 600 hommes. C'est le nombre qui est prévu par le Conseil de sécurité. Et cela, ça ne sera pas avant le mois de décembre, est venu dire Hervé Latsous au Conseil de sécurité ce matin. Hervé Latsous, c'est le chef des casques bleus, donc pas avant fin décembre pour un déploiement total des casques bleus dans le nord du pays. C'est long tout simplement parce qu'il y a des conditions politiques difficiles, mais il y a aussi des conditions pratiques. Par exemple, on a dit ce matin au Conseil de sécurité qu'il était très difficile, voire impossible pour les Nations Unies de déployer des systèmes mobiles de communication habituels dans le nord parce qu'il y fait très chaud, les composants fondent. Donc voilà, il y a des circonstances comme ça très particulières qui font que ça va prendre encore plus de temps que d'habitude. Et l'ONU avait des réticences sur la date de l'élection du 28 juillet. Est-ce que ces réserves sont toujours d'actualité? Très rapidement, en un mot, Emmanuel. Oui, elles sont toujours d'actualité. Il y a toujours des réserves parce qu'il y a par exemple des listes électorales qui ne sont pas faites, etc. Il y a des gens aux Nations Unies qui disent qu'il vaut mieux retarder un peu ces élections plutôt que de les tenir n'importe comment. C'est trop important. Donc il est possible qu'on voit effectivement un léger décalage de ces élections, mais les grandes puissances, et notamment la France, insistent pour qu'elles se tiennent le plus vite possible. Mais sans doute pas maintenant, c'est presque acquis. En tout cas, c'est ce qui se dit ici aux Nations Unies. Sans doute pas le 28 juillet comme c'est prévu jusqu'à maintenant. Et sur le terrain, les ennemis d'hier, MNLA et armée malienne, se sont parlé à Kidal. Kidal, le fief des rebelles Touaregs, ils se sont engagés en vertu de l'accord temporaire de Ouagadougou à laisser se tenir l'élection présidentielle du 28 juillet. La commission mixte est arrivée sur place par avion. Et quel est son rôle ? Elle est chargée de préparer le retour de l'armée malienne dans la ville. Il a été question du confinement et de la prise en charge des checkpoints. C'est la première visite de la commission mixte de sécurité à Kidal, dans le Nord Mali. Elle était prévue par les accords préliminaires signés au Burkina Faso le 18 juin dernier. Membres de cette commission, des militaires maliens, des responsables des deux mouvements Touareg, MNLA et HCUA, appuyés par des représentants de la MISMA, de la Force française Serval et de l'Union africaine. Ils sont tous à Kidal pour discuter des modalités de cantonnement des combattants du MNLA, du déploiement de l'armée malienne et du retour de l'administration civile. Nous sommes venus échanger avec les groupes signataires, avec nos partenaires de la MISMA, MINISMA et de l'opération Serval, pour voir dans quelle mesure on peut avancer sur le choix des sites de cantonnement, commencer le processus de cantonnement, puisque la MISMA commence à se déployer, pour que dans les brefs délais, les forces armées, au moins les premiers éléments quand même, puissent se déployer à Kidal. Visite de courtoisie aux notables de Kidal, en particulier au patriarche. Mais très vite, les membres de la délégation sont entrés dans le vif du sujet. Le temps presse, ils doivent tout mettre en œuvre pour que tout se passe avant l'élection présidentielle, prévue le 28 juillet prochain. La commission a visité les futurs sites. Outre le cantonnement des combattants Touaregs et l'installation de soldats de l'armée malienne, il faudra aussi loger la future force de la mission des Nations Unies au Mali. Et on en vient à la clôture du sommet sur la piraterie dans le golfe de Guinée.
2 jours de travaux se sont tenus à Yaoundé, au Cameroun, sur ces actes de piraterie, des actes en recrudescence dans le golfe de Guinée. Attention, hein, on parle de vol de marchandises, je vous le disais déjà hier, et de siphonnage de pétroliers, pas de prise d'otages comme au sens où les pirates attaquent en Somalie. Hein. Et quelles ont été les conclusions des chefs d'État? Les 12 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale veulent mutualiser leurs moyens financiers, militaires et juridiques pour lutter contre cette piraterie maritime. Voyez le reportage de notre correspondante Sarah Sakof. Un centre interrégional de coordination basé à Yaoundé, la mutualisation des informations, un financement par contribution mais qui reste encore à définir et un rendez-vous pris dans 3 ans. Voilà pour l'essentiel ce qu'il est ressorti des travaux des chefs d'État des pays du Golfe de Guinée. Chaque pays va se préparer de manière à ce que, à la fin de la 3e année, que les décisions que nous prenons soient des décisions contraignantes au-dessus des lois nationales. Pour les experts qui saluent ce premier pas vers une stratégie régionale, il y avait urgence à se saisir du problème de la piraterie et des vols à main armée dans le golfe de Guinée. Dans un pays comme le Bénin, lorsqu'un État perd 70% des ressources parce que ses ports sont piratés à longueur de journée, c'est pratiquement un état de guerre. Autre satisfecit, celui des pays amis et divers observateurs, et pour cause, l'enjeu de la sécurisation du golfe de Guinée, principale zone pétrolifère du continent, dépasse largement le cadre des pays africains. C'est l'intégration finalement de cette région de l'Afrique dans le commerce international qui est en jeu. La question des approvisionnements énergétiques est également extrêmement importante. D'ici 2020, la production de pétrole dans la zone devrait dépasser celle du golfe Persique. La sécurisation du golfe de Guinée devrait donc rester inscrite à l'agenda international pour les prochaines années. Et la réaction ce soir du colonel Mamadou Mariko, le directeur technique de l'OMAOC, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Bonsoir colonel. Bonsoir madame. Il y a jusqu'à présent 3 structures chargées de lutter contre cette piraterie, contre ce fléau concrètement. Après les discussions, les décisions aujourd'hui, quand mettez-vous en œuvre cette mutualisation des moyens ? Alors, bien, comme le communiqué l'a indiqué, n'est-ce pas, le protocole qui doit contenir des mesures contraignantes sera examiné dans un délai de 3 ans. Mais déjà, les États prennent les dispositions nécessaires, n'est-ce pas, pour effectuer des patrouilles conjointes et mettre en commun tous les moyens dont ils disposent actuellement et qui sont mis en œuvre pour lutter contre la piraterie. Voilà, donc un délai de 3 ans pour mettre en place cette mutualisation des moyens. Les chefs d'État ont aussi plaidé pour une force navale internationale. La zone alimente 30%, par exemple, des approvisionnements en pétrole de l'Europe. C'est de plus en plus important pour les Américains. Cette force navale internationale pourrait voir le jour bientôt, selon vous ? Bon, c'est difficile dans l'état actuel des choses de se prononcer sur la question parce que ce sont des questions politiques, effectivement, qui doivent être réglées à l'échelle politique entre les autorités compétentes. Mais toujours est-il que ce qui est à saluer ici, c'est la mobilisation internationale pour assister les pays de la zone du golfe de Guinée afin de mener ce combat contre la piraterie parce que, ne n'oublions pas, les transports maritimes sont une activité internationale et un opérateur qui est hors de cette zone mais qui a sa marchandise à bord d'un navire qui passe par le golfe de Guinée, il est nécessairement concerné par le phénomène. Donc c'est une activité internationale et il faut s'attendre effectivement à l'appui et à l'assistance de toute la communauté internationale.
Merci, colonel Marico, pour ces précisions ce soir sur France 24. En Guinée, le gouvernement et l'opposition sont toujours en désaccord sur les conditions de la tenue des législatives qui a été déjà maintes fois repoussée. Effectivement, elles sont normalement prévues pour dimanche prochain, mais personne n'y croit plus. La Commission électorale nationale indépendante propose elle-même un nouveau report et les négociations ouvertes au début du mois qui avaient abouti à quelques résultats ont été suspendues suite à de nouvelles violences. Les précisions de Sidi Yansane et Malik Conté. C'est lors d'une conférence de presse samedi dernier que l'opposition guinéenne a expliqué les raisons de son retrait temporaire de la table des négociations en cause de nouvelles violences faisant plusieurs blessés dont 2 par balle, cette fois au domicile même du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Les opposants accusent les forces de l'ordre et réclament des garanties de sécurité de la part du gouvernement. Qui montre sa volonté politique réelle de mettre un terme à ces exactions des forces de l'ordre, pour que nous puissions aller discuter avec lui. Car dans ces conditions comme celle-ci, comment on pourrait aller faire une campagne électorale pour les législatives? Comment nous pourrions aller à l'intérieur du pays, circuler sur tout le territoire national, y compris dans les régions réputées être des fiefs du pouvoir, alors que nous ne sommes même pas en sécurité chez nous? Au début du mois, l'implication d'un médiateur de l'ONU avait pourtant permis des avancées dans le dialogue, le gouvernement acceptant finalement de prendre en compte le vote des Guinéens de l'étranger. De son côté, l'opposition validait le nouveau fichier électoral sous condition. Aujourd'hui, le parti présidentiel accuse l'opposition de saper volontairement le dialogue. Nous tenons à aller avec l'opposition pour se jauger dans un contexte politique très clair. Mais si l'opposition n'a pas cette once de volonté, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est là-bas l'énigme du problème. Même temporaire, cette rupture du dialogue pourrait replonger Conakry dans un cycle de violence. Au total, les manifestations ont fait entre une dizaine et une cinquantaine de morts, dont plusieurs par balles réelles. C'est tout pour ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Sonia. Je vous en prie, merci. On peut désormais utiliser le hashtag JT Afrique sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le faire, évidemment. À demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal sans une poignée de minutes. Et puis, il y aura les sports aussi avec Benoît Perrochet. Marseille, ses quartiers nord et leur mauvaise réputation, 18 morts par balle l'an passé. Les caïds font régner leur loi à coups d'armes automatiques. Dans ces cités longtemps délaissées par les pouvoirs publics où le taux de chômage flirte parfois avec les 50%, le trafic de drogue fait office d'économie parallèle. Nous y avons posé nos caméras. France 24 vous fera découvrir ces quartiers, ces habitants, ces associations qui militent chaque jour pour une vie meilleure. Vous découvrirez également comment les forces de l'ordre tentent de ramener ces cités dans la République. Reporter, jeudi à 19h10, heure de Paris, sur France 24. France 24, le monde en direct. 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, un autre point de vue sur le monde. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, un ton original, un autre point de vue. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.